Bienvenue à Plus de Millage. Cette semaine, le Kia EV9, on l'attendait depuis longtemps avec nous. On va faire le défi 500 km. Les résultats sont surprenants, les conditions routières étaient difficiles. On a dû changer notre itinéraire en cours de route. C'était fou, mais on a eu un excellent résultat quand même. Ça vous donne une idée du travail qui a été fait ici. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Restez avec nous, on se lance maintenant. Avant de commencer le défi 500 km, il y a quelque chose qu'il faut que je vous mentionne. Lorsqu'on a fait le tournage, il pleuvait beaucoup, puis j'ai décidé de partir avec une casquette sur ma tête. Cette dite casquette écrit F-150 Lightning dessus. Puis je me suis jamais rendu compte que je l'ai portée tout le long du test. Donc vous allez me voir avec une casquette de F-150 Lightning dans un Kia EV9. En réalité, ça n'a aucun rapport. Cette casquette-là m'a été donnée par un ami qui était dans un voyage dans l'Ouest canadien, dans un centre de ski, puis un concessionnaire Ford de la région, c'est écrit ici, là, AZ Ford Dealers, donnait des casquettes. Parce que je parlais du F-150 Lightning au travail, en réalité. Ce n'est qu'un cadeau d'un ami. Ça n'a rien à voir, donc désolé Kia Canada, en réalité. Là, je fais toujours bien attention à ces choses-là, puis j'ai complètement oublié. Donc, passons au programme principal. C'est maintenant dans le EV9 pour ce défi 500 km. On va passer au travers des paramètres premièrement. Donc, on est à 90 de statut de charge. La voiture nous dit que dans... tantôt, ça me dit... voilà. Dans 16 minutes, on va quitter. Là, il est quelle heure? Il est 10h38. 16 minutes. On va partir autour de 10h50, mais comme d'habitude, je vais vous afficher l'heure de départ là. Dans le premier segment de route. Ça ne change pas. Excellent. La route d'aujourd'hui, ça va être très différent. Mes excuses. Cette semaine à Toronto et même à Montréal, il va faire très mauvais. Il y a une grosse dépression là, qui va emmener de la pluie et de la neige là, dans l'est. Donc, les conditions vont être exécrables. Je suis en pneus 4 saisons pour des raisons de sécurité, de simplicité et aussi pour vous montrer ce que le EV9 est capable de faire. On va prendre une route complètement différente, plus à l'ouest. On est dans l'ouest de la ville de Toronto, à une borne, proche d'un Canadian Tower. On va prendre le QEW, l'autoroute 403, passer au travers de Milton. On va se diriger vers London, en Ontario. On va continuer vers Windsor. Puis on va rebrousser chemin ici pour ensuite revenir charger chez Electrify Canada. Là, j'ai mis un segment d'à peu près 300 km. La voiture a 435 km EPA, donc on s'entend qu'on ne fera pas ça. Je pense que 300 km, ça va être suffisant pour le premier segment. On va voir la consommation qu'on a, puis on va pouvoir extrapoler la vraie autonomie totale, un peu comme d'habitude. Ensuite, passer London, c'est là qu'on va décider si on fait 1 ou 2 arrêts de recharge. On va repasser par Hamilton. Puis à Hamilton, ici, là, il y a une borne Electrify Canada qu'on a utilisée dans le défi 500 km avec le MX-30. Puis ensuite, on va terminer ce défi 500 km à une borne 180 kW Shell qui est juste ici au sud de Mississauga. Pour ce qui est des conditions du test aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est en pneus, les pneus d'origine, les pneus 4 saisons du véhicule. On a les roues de 21 pouces dans ce EV9-là. Je suis déçu, hein? J'avais demandé un modèle avec plus d'autonomie, mais bon, c'était lui qui était disponible. Donc, on est dans le modèle GT Line tout équipé qui vaut 80 000 $, c'est débile. À notre arrêt de recharge, je ferai le tour du propriétaire comme je fais toujours. Là, je vous montrerai l'intérieur. C'est complètement fou, ce véhicule-là. C'est un véhicule très bien fini. L'équipe qui a travaillé sur ce projet-là d'ingénierie de faire le EV9, là, chapeau, hein? C'est tout qu'un travail. Je pense que Hyundai leur ont dit ça coûtera ce que ça coûtera. Vous devez mettre. Il faut que ce véhicule-là soit un véhicule bien fini, bien terminé. En tout cas, on verra avec le test, mais je suis définitivement impressionné ici. Puis les conditions météorologiques, il fait à peu près là, 7 degrés Celsius. Dans le fond, entre Toronto et London et un peu plus le sud de l'Ontario, on va avoir des vents d'à peu près 20 km/h, 15 km/h venant sud-sud-ouest. Donc, pas si mal comparé aux vents de 50 km/h plus vers Kingston. La pluie que vous entendez devrait s'estomper là, dans les 40 premiers kilomètres du défi. Là, ça, c'est la fin là, de la dépression. Là. Puis le reste, là, ça va être un ciel nuageux puis 40 de probabilité d'averse. Donc, ça devrait pas trop être si pire. Regardez là, sur la carte. Météo d'Environnement Canada, là, le petit point rouge chez London, vous voyez là, la dépression là, est sur la fin. Donc, c'est la raison pourquoi on fait le défi comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je m'attends comme performance? Je suis pas sûr. J'ai fait beaucoup de recherches aux États-Unis. Les tests, hein, ça ressemble autour de 26 kWh par 100 km à 110 km/h, 30 au-delà de 120. C'est sûr qu'on ne roule jamais au-delà de 120. Là. Fait que là, ça va être une affaire comme ça. Température, 7 degrés Celsius. On ne devrait pas trop demander de chauffage. La climatisation va être à éco à 20 degrés. La voiture va être à éco.
Pourquoi je mets le véhicule à éco? Parce que ça va déconnecter le moteur à l'avant, donc on va être essentiellement propulsion, parce que c'est tout ce qu'on a de besoin sur l'autoroute. Si vous feriez un long trajet, vous feriez la même chose que moi, vous rouleriez ce véhicule-là en mode éco pour un long trajet, donc les paramètres vont être les mêmes. On va utiliser Android Auto parce que dans le EV9, on a le préchauffement de la batterie manuel. Fait que moi, dans le fond, peut-être 70 km avant l'arrêt de recharge, je vais activer ça, on va voir ça popper. C'est un chauffe-batterie d'à peu près 5 kW, mais la batterie est déjà chaude, là. Donc, on n'en aura pas besoin beaucoup. Donc ça va nous avantager aujourd'hui. Là, on part avec une batterie chaude. Somme toute, ça devrait être un test super intéressant. Ça va être une route qu'on n'a jamais réellement faite, mais bon, c'est une route que je connais, là, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis on va utiliser le réseau d'Electrify Canada. Donc, on va pouvoir charger là, au maximum que ce que le véhicule peut prendre. La recharge rapide dans un EV9, c'est avec la batterie de 100 kWh. C'est une recharge rapide en 26 minutes, 10 80 Donc, on verra bien. Je vais me préparer, puis ça va être ça. Ça fait 15 minutes qu'on est parti. On est dans un embouteillage là, juste à côté de l'usine de Ford à Oakville. Là. Vous voyez l'édifice de Ford juste à gauche dans votre image. 96 de statut de charge, 22,9 kWh par 100 km. Ça ne veut rien dire parce que là, on vient de faire une grosse décélération. J'espère que la pluie va s'estomper bientôt, mais c'est ce que la carte météo nous dit. Donc, après ça, la vitesse de croisière devrait augmenter à quelque chose de plus normal. Ici, Google là, nous dit qu'on va avoir une perte de temps là, de 5 minutes. Donc, ça va être déduction automatique de 5 minutes. C'est pas un très, très gros embouteillage. Là. Il y a eu un accrochage juste plus loin. On va déduire directement 5 minutes à ce défi 500 km. Puis après ça, là, ça devrait être voie libre pour le reste de ce trajet. Bon, on vient de parcourir 100 km en 1h06, puis la déduction là, avec la circulation qu'on a eue à Oakville, c'était une déduction de 7 minutes. Donc, plus ou moins, là, en faisant la déduction avec la circulation, on a ramené notre vitesse moyenne à 100 km/h. Donc, je suis quand même content. Consommation, devinez, 25,6 kWh par 100 km. Donc, j'avais dit 26. On est au bon endroit. Notre point de retournement est dans à peu près 150 km. Dans le fond, après ça, on va se diriger en direction est vers London Electrify Canada. Puis ça va nous donner une bonne idée là, de la portée totale de cette batterie de 100 kWh. Puis information pour vous, hein, de base, le EV9 a la même batterie que le Ioniq 6, le Ioniq 5, puis le EV6, tout ça. La batterie d'à peu près 75 kWh. Bien, celui-là a une batterie de 99,8 kWh. Bien, c'est à peu près 80 km de différence. Parce que dans le fond, sur mon car scanner, j'ai le capteur qui dit l'énergie disponible dans la batterie. Puis je suis arrivé à 75 kWh restant dans la batterie après avoir parcouru 80 km. Fait que dites-vous, 80 km de plus. Intéressant. Mais sinon, ça va bien. Le HDA, hein, le Highway Driving Assist de Hyundai, excellent. Hyundai Kia. Excellent, précis. On a même le changement de voie automatique. Hein. Je fais juste appuyer sur le clignotant, puis là, hop, le véhicule va changer de voie. Ça se fait assez rapidement, sans tracas. C'est un peu comme le Volkswagen ID4 ici, là, donner un comparatif, ou peut-être même Tesla là, avec l'autopilote amélioré. Donc, ça se passe bien. On a 76 de statut de charge et 336 km restants affichés au compteur. Évidemment, je ne m'y fie pas vraiment parce que là, ça descend comme ça. Mais bon, quelque chose de super intéressant aussi dans le EV9, c'est une toute nouvelle suite logicielle là, que Kia nous apporte. Ma plus grosse critique du Ioniq 6, c'était le logiciel. Puis là, dans le EV9, c'est complètement corrigé.
Je soupçonne et j'espère que Hyundai, au travers là, des rafraîchissements de Ioniq 5, Ioniq 6, la nouvelle suite logicielle va y être installée avec le préconditionnement manuel. Excellent. Donc, je suis très content. Dans le fond, le logiciel ici est excellent. Puis, on a même quelque chose que j'aime bien. Le menu EV, là, je vais vous le montrer à l'écran. Bien, j'ai un petit graphique là, qui nous montre notre autonomie projetée, un peu comme dans le menu énergie des Tesla. Puis là, vous voyez, là, la pente commence à descendre. Là, ma consommation augmente là, parce que là, la circulation, il n'y a plus personne sur la route. Je roule à vitesse constante. Donc là, ça s'effondre de ce que je m'attendais. Parce que je ne m'attendais pas à faire 400 km avec 100% de la batterie. Je m'attendais à plus 300 km. Donc là, ça va ressembler à ça. Mais évidemment, lorsqu'on sera chez Electrify Canada, on aura la vérité. OK, 173 km, on vient de dépasser London, la station de recharge Electrify Canada. Puis là, je viens de réaliser quelque chose. J'ai regardé sur l'application, je voulais voir l'achalandage aux bornes, puis j'ai réalisé que ce site-là d'Electrify Canada, c'est un rare site où il y a juste des bornes 150 kW, pas 350. Donc là, dans ma tête, j'ai tout de suite fait un changement de plan rapide, espérant que vous allez l'accepter. Bien, vous n'aurez pas le choix de l'accepter parce que... Mais essentiellement, à la prochaine sortie, on rebrousse chemin et on s'en va à Hamilton, la même station Electrify Canada qu'on avait fait le petit test 250 km avec le Mazda MX-30. C'est en réalité là, la même distance qui nous restait à parcourir. Donc, on va arriver probablement à peu près au même statut de charge, autour de 16-15 %. Donc, ça ne donnerait rien de charger plus longtemps puis pas vous montrer la réalité. Donc, on rebrousse chemin, on sort à la sortie juste là, puis je vous fais une autre mise à jour à 200 km. « 200 km, puis ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti. Là. En fait, ça fait exactement 2 heures qu'on est parti. Il est 13 heures. Donc, 100 km/h de moyenne. J'ai été chanceux. Rapidement, dans ma tête, j'ai calculé. À Hamilton, une borne qu'on est déjà allé avec les MX-30, on a un 350 kW de disponible. Puis ici, j'ai rebroussé chemin immédiatement quand je me suis rendu compte de ça. Puis la distance à parcourir avant la borne d'Electrify Canada était plus ou moins 3 km la même avec celle qu'on avait précédemment dans le système de navigation. Donc, pour le test, pour la distance, ça ne change rien. On a réellement été chanceux ici. Donc, ça ne changera rien ici. On va arriver avec à peu près 16-17 % de statut de charge. Puis là, je l'ai mis dans le système de navigation. Puis, surprise, ça affiche le pourcentage de statut de charge. Puis, ça va automatiquement démarrer le préconditionnement. Donc, ça va juste être plus simple. Donc, réellement, là, le nouveau système de navigation qu'il y a est définitivement meilleur. Il est facile. J'ai été capable de faire ça en roulant. J'ai été capable de modifier l'ordre. C'est pas le plus beau visuellement, mais c'était très simple à utiliser, donc je suis très content. Donc, c'est ça. Donc, on est maintenant en direction est sur la 401. On a un vent de dos, là, parce que là, quand on regarde les drapeaux là, sur le bord de la route, là, ça nous souffle dans le dos, donc la consommation devrait baisser. Pour ce qui est du reste du véhicule, ça va très bien. C'est super confortable en ce moment. À toutes les heures, le siège, il masse un peu. Il bouge le support lombaire. Évidemment, c'est juste dans la version GT Line, ça, dans la version de base. Au milieu de gamme, vous n'aurez pas ça, mais quand même, une voiture où il fait bon vivre, la suspension est très souple, direction quand même précise pour un gros véhicule, peu bruyant. Évidemment, on entend le vent, mais là, c'est super venteux aujourd'hui quand même. Mais la position de conduite est bonne, il y a des ports de recharge partout. C'est réellement une voiture pour faire des longs voyages. J'imagine la petite famille en arrière de ça. Tout le monde est content, tout le monde a des bouches d'aération, tout le monde a des ports USB, tout le monde a des porte-verres. C'est réellement la renaissance de la mini-fourgonnette en format électrique. C'est un véhicule de 2675 kg dans cette version, donc c'est extrêmement lourd. C'est sûr que là, ici, je ne suis pas super content. Mais on a une batterie de 100 kWh. C'est un véhicule que, dans sa version de milieu de gamme, autant qu'elle est chère à 65 000 $, il n'y a personne qui offre un véhicule 6-7 places avec 100 kWh de batterie. Le Tesla Model X, oui,
mais c'est plus cher. Donc, le Kia EV9 est actuellement dans le marché un véhicule unique qui probablement répond à des besoins qui existent. Pas les miens, mais ces besoins-là existent. Puis je suis super content de l'essayer parce que ça montre aussi que les prochaines révisions des Ioniq 6, Ioniq 5, EV6 et les autres véhicules qui viendront sur cette plateforme-là de Hyundai, bien, Hyundai travaille à améliorer de façon incrémentale. L'interface, c'est définitivement meilleur que le Ioniq 6, donc c'est une belle amélioration. Pour ce qui est des métriques, on a 207 km de parcouru, 25,7 kWh par 100 km de consommation. On est à 49 % de statut de charge, 201 km affichés. Il nous reste 107 km à parcourir. On va arriver là, dans à peu près 1 heure. OK, donc on vient de se brancher chez Electrify Canada. La borne 350 kW était occupée, mais le monsieur était à 90 %. J'ai demandé, voudriez-vous peut-être quitter? Puis le monsieur était comme, ah oui, j'avais oublié. Puis là, il est parti. Fait que j'ai attendu 5 minutes, un autre 5 minutes de déduction. Puis là, c'est pas jojo, hein? Là, on est à 20 % de statut de charge, 110, 115 kW. Voyez-vous, il rentre 212, mais tranquillement pas vite, là, regardez, là, tranquillement pas vite, le véhicule fait grimper là, l'ampérage, fait qu'on devrait aller chercher une vitesse pas si pire. Mais regardez, là, cette batterie-là là, de 100 kWh dans le EV9 a un voltage beaucoup plus bas que la batterie qu'on a de 77 kWh qu'on aurait dans le Ioniq 6, le Ioniq 5, le EV6, ces véhicules-là. Ça doit être de la façon qu'ils ont configuré le pack. Donc, les vitesses de pointe vont être plus basses. Ça, c'est officiel. Là, j'ai hâte de voir si on va atteindre 350 ampères parce que la batterie est complètement préconditionnée. Le préconditionnement s'est arrêté à 20 %. On est arrivé avec 19 % de statut de charge. Ça a super bien été. Là, on va juste s'assurer que la recharge se fait bien. Puis après ça, je vais aller à la salle de bain. Puis on va continuer là, de commenter la session de recharge. Mais là, ça semble se débloquer tranquillement, pas vite. C'est très, très long. D'habitude, il y a certains véhicules, là, c'est instantané. Mais voyez-vous, ils continuent de travailler. Ils continuent de rentrer plus de courant à l'intérieur. On est à 167 kW. C'est quand même pas pire. Mais sur un Ioniq 6 ou un Ioniq 5, on aurait beaucoup plus que ça. On aurait 230 là, ici kW parce que le voltage du pack est beaucoup plus élevé. Il est autour de 600 quelque chose, de 650 ici là, pour un Ioniq 5, Ioniq 6 ou EV6. Mais regardez, on est rendu à 200 kW, donc c'est bon. On est rendu au maximum. Je vais aller à la salle de bain et je reviens. C'est sous contrôle, regardez. 200 kW qui rentre. La courbe de recharge est bien, bien plate. 340 ampères, regardez. 80 % atteint dans 17 minutes. Ça fait pas longtemps qu'on est branché. Ça fait 7 minutes qu'on est branché. Donc, 24 minutes, 20 %, 80 %. C'est très, très, très rapide. On va mettre énormément d'énergie dans cette batterie-là. Superbe. Donc là, je dois me dépêcher de planifier le reste de l'itinéraire. Excellent. C'est maintenant le moment de faire le tour du propriétaire avec le EV9. Je veux vraiment vous montrer l'intérieur. On va prendre place. Première chose qu'on se rend compte dans le EV9, c'est que le bouton pour le démarrer est juste ici. Donc, on appuie sur le frein, on démarre le véhicule, on démarre les véhicules et on a notre nouvelle interface. Chose super impressionnante ici, c'est la nouvelle philosophie là, de logiciel de Kia. J'ai hâte de voir si des véhicules Hyundai vont avoir ça, mais c'est tellement plus convivial que ce que j'ai vu dans le Ioniq 6. Android Auto sans fil, une application météo, le contrôle des sièges là, pour la deuxième, troisième rangée. C'est fou ici dans ce modèle GT Line. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une très, très bonne idée de Kia. Les contrôles de la climatisation sont entièrement tactiles, mais c'est un peu comme une interface d'un électroménager. J'ai de la misère un peu à vous expliquer ça, là, mais ça me fait penser peut-être à un micro-ondes. C'est plus facile à utiliser qu'un menu à l'intérieur de l'interface. Par exemple, si j'appuie sur le petit plus ici, vous voyez qu'on tombe dans le menu de climatisation traditionnel qu'on aurait dans un véhicule moderne aujourd'hui, mais en réalité, on peut tout faire sur ce petit pavé tactile, là. Et aussi, on a des boutons physiques, donc température, c'est super facile d'utilisation. Excellent ici. C'est pas terminé, on a combiné d'instruments standard, ici ça change pas. Comme je vous disais, le levier de vitesse, c'est un peu à la Volkswagen ID4. On twist. En fait, c'est comme les produits Hyundai, mais c'est une façon différente de le voir. Autre fait super intéressant, la console centrale. Vous avez chargeur de téléphone sans fil, un peu de rangement ici. Les deux immenses porte-verres,
un peu de boutons ici, pas très important, et vous avez énormément de rangements là, sous la console. Moi ici, je mets mon sac là, pour tourner. Puis ensuite, là, regardons ces sièges. Chose qui m'impressionne beaucoup, c'est l'appui-tête. En réalité, là, c'est comme un peu un filet, très confortable, très bonne idée ici. Puis évidemment, là, les sièges, là, c'est fabuleux dans cette version GT Line. Vous avez un bouton ici qui permet de sortir l'ottoman, le repose-pied, lorsqu'on est arrêté longtemps pour une recharge. Mais en réalité, il charge tellement vite le EV9 que je ne sais pas si on a vraiment besoin de ça. Puis il y a un bouton pour justement, là, on appuie là-dessus et rapidement, le siège là, va se mettre en position couchée. Là, on a vu ça dans le Ioniq 5 aussi. Si on prend place à la deuxième rangée du EV9, voyez-vous comment on a de l'espace? Puis dans cette version GT Line, tous les sièges sont électriques à toutes les rangées. C'est qu'il y a quelque chose ici qui me déçoit un peu, c'est que le bouton là, pour faire entrer les passagers arrière, c'est un bouton. C'est pas une clenche, c'est pas mécanique, c'est électrique. Donc ça prend un certain temps là, libérer l'espace pour les passagers arrière. Ça, je trouve ça moyen, mais bon, regardez, c'est ce qu'ils ont utilisé. Puis dans les modèles moins chers, là, on va avoir une relâche mécanique. Donc, on va prendre place à la troisième rangée. On va laisser le siège faire son travail. Mais voyez-vous, là, je vais m'asseoir derrière le siège de la deuxième rangée. Vous voyez, un humain normal là, de 5 pieds 9 réussit à prendre place. Le siège est bien fini, ça va bien. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des boutons ici. Ce que ça fait, c'est que ça incline le siège, hein? C'est fou, hein? Même les sièges de troisième rangée sont à commande électrique. C'est un peu capoté ici. Mais somme toute, à l'intérieur du EV9, là, peu importe vous êtes assis dans le véhicule, le confort est princier. C'est vachement impressionnant ici. Allons voir le coffre. Bon, maintenant, la troisième rangée est relevée à l'arrière. Regardez l'espace pour le coffre. J'ai mis mon sac ici là, pour donner une idée là, de la profondeur. C'est pas si mal du tout. C'est un véhicule réellement fonctionnel là, pour un véhicule 3 rangées, surtout électrique. Et juste pour vous montrer le potentiel du EV9, là, ça c'est la position que ma conjointe l'a configurée pour le siège du passager avant. Regardez-moi ça, complètement incliné, le repose-pied sorti. C'est quasiment une journée au spa, là, faire un voyage dans le EV9. C'est vraiment impressionnant. L'itinéraire est configuré, donc on est à Hamilton, en Ontario. On va embarquer sur le... encore une fois, hein, c'est pas encore parfait, hein, système de navigation Kia, Hyundai. Mais on va embarquer sur la route de la Reine-Élisabeth, cette autoroute-là qu'on a déjà faite avec la MX-30. On va dépasser un peu Niagara Falls, rebrousser chemin et ensuite repasser devant Hamilton et retourner vers Toronto. Puis on va arrêter chez Shell Recharge, une station que je connais, à Mississauga. Puis ça va être 185 km, donc le décompte devrait se faire juste avant. Juste avant. Puis là, regardez, ici, il y a de la circulation. L'après-midi, il y a de la circulation quand même assez dense dans ce coin-là. Mais il va falloir vivre avec. Là, je ne peux pas tout déduire, je ne peux pas tout enlever. Ça va être valable pareil. Mais regardez la recharge rapide. On est encore à 200. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à 80 % à 200 kW? C'est complètement capoté. Sur un équipement approprié, cette voiture-là recharge. C'est du jamais vu. Wow! Bon, on quitte Electrify Canada. J'ai surchargé. Là, on a 337 km d'autonomie. J'en avais besoin de peut-être 250. Mais je voulais voir en combien de temps on allait monter le proche de 80 %. Puis en 20 minutes, on a mis 66 kWh d'énergie. Ça a coûté 41 $. Puis j'ai débranché à 78 % la station commençait à être vraiment, vraiment occupée. Puis il y a un monsieur qui est arrivé avec un Kona EV sur le plateau de la remorqueuse. Puis là, j'ai posé 2-3 questions. Il voulait que moi, je me tasse parce que le remorqueur n'avait pas de place, parce qu'il a manqué de jus 1 km avant la station. C'était un peu bizarre. Là. Le gars m'obstinait. Il disait « Ouais, mais moi, il faut que je sois sur le 350. » Je fais « Non, t'as un Kona EV. Là, tu peux te brancher sur n'importe quel. » Fait que là, je l'ai guidé vers la borne 150 à l'autre extrémité de la station. Dans le fond, pour les longs trajets, vous allez apprécier cette performance-là. Évidemment, ça va prendre une borne de recharge appropriée. Au Québec, quelle borne de recharge serait appropriée? Les bornes de recharge du circuit Couche-Tard 180 kW vont vous offrir une performance similaire, quoique un petit peu plus lente, à 180 kW, mais quand même. Electrify Canada, la borne 350, évidemment, sur laquelle j'étais, va faire le même travail. Puis évidemment, les bornes 180 kW du circuit électrique aussi vont offrir cette performance-là. Puis peut-être que la recharge rapide va prendre 5 minutes de plus, vu qu'il ne montrera pas à 200 kW plus 180, mais plus ou moins 5 minutes, c'est pas grave. Donc au Québec, on peut quand même dire que les bornes 180 kW là, des plus Electrify Canada vous offrent quand même une bonne infrastructure là, pour le EV9, pour mettre beaucoup d'énergie dans la batterie, donc c'est bien.
Donc, il nous reste 185 km à parcourir pour le défi 500 km avec ce véhicule-là. J'entre sur l'autoroute dans quelques instants, puis on se reparle au kilomètre 400. On est au point de jalonnement de 400 km, 395 km, mais par le temps que j'ai fini de vous parler, on va avoir fait 400 km, 61 % de statut de charge. Il nous reste 110 km à parcourir sur l'itinéraire, mais en réalité 105 km avant de finir ce défi 500 km. Consommation 25,4. Puis là, on est allé dans toutes les directions, hein? Est, sud, nord, est, ouest, on les a toutes faites. Là, fait que là, le vent, là, puis tout ça, c'est tout mélangé. Donc, c'est déjà ça. Pendant la session de recharge, quelqu'un est arrivé avec un Kona EV sur une plateforme de remorqueuse, comme je vous l'ai expliqué. J'ai aidé cette personne-là à brancher le véhicule, s'assurer que tout fonctionne pour que la personne puisse continuer. C'est assez malheureux comme situation, même que c'est la première fois que je vois quelqu'un manquer d'électricité avec une voiture électrique. Mais là, pendant ce temps-là, la voiture a chargé quasiment jusqu'à 80 % quand que j'aurais pu charger jusqu'à 65 %. Fait que là, ça, c'est un autre 6-7 minutes de trop. Mais savez-vous quoi? Cette déduction-là, je ne vais pas l'enlever. Parce qu'à cause que notre vitesse moyenne aujourd'hui est plus basse que sur le trajet normal ou nos deux trajets normaux, j'aurais utilisé plus d'énergie normalement. Donc, j'aurais probablement chargé autant si on l'avait fait. Mettons, on aurait rechargé à Kingston, là, puis j'aurais pu rouler, là, puis ma vitesse aurait été constante. Mais j'aurais peut-être chargé jusqu'à 80 %. Donc, au lieu d'être 20 minutes, le temps de recharge aurait été de 25 minutes. Donc, juste ce bout-là, le fait que j'ai surchargé, je ne vais pas l'enlever. Puis ma stratégie ici, lorsqu'on va conclure la vidéo, je vais vous afficher le temps brut, puis je vais vous afficher le temps normalisé. Le temps que ça aurait pris si on aurait fait ça, on serait parti à 4h30 du matin comme d'habitude, on aurait pris la route habituelle. Pour que, pour la postérité, le Kia EV9, jusqu'à nouvel ordre, ait son vrai temps. Puis lorsqu'on réessayera, regardez, on décidera ce qu'on fera, mais ça va nous permettre aussi de différencier GT Line du modèle, je pense que c'est Land ou Wind, je me souviens plus, c'est un peu bizarre là, la nomenclature. Comprenez? Encore une fois, le but est de toujours faire ça le mieux avec vous, le plus précis possible, pour que vous puissiez utiliser le défi 500 km comme un outil de décision lorsque vous magasinez ces véhicules-là pour les départager. Et c'est la raison pourquoi on fait ça et c'est pourquoi il va falloir faire des petites mathématiques, des petites déductions pour que vous puissiez avoir la vérité, parce que là, évidemment, il y a des impondérables. Là, des gens vont me dire « Ouais, mais Alexandre, dans la vraie vie, il y a des impondérables. » Je le sais, mais ça prend quand même une base. Il faut dire le potentiel de ce véhicule-là, c'est tant. Puis s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. Moi, il faut que je travaille avec ça. Donc, pour l'instant, c'est ça. Il nous reste 100 km à parcourir. Ça ne sera pas long. Ça va prendre un peu moins d'1 heure. Avec le EV9, là, ça se passe très bien aujourd'hui. C'est définitivement un véhicule qu'on recommande. Okay? On va mettre ça au clair. C'est définitivement un véhicule qui vaut la peine d'être regardé. Si ça fit dans vos besoins, c'est un véhicule vachement impressionnant. Je suis très, très impressionné du travail de Kia ici. Puis, ce qui m'impressionne le plus, je vous dirais, c'est vraiment toutes les mises à jour qui ont été faites sur la plateforme EGMP. Le conditionnement manuel, la nouvelle interface graphique, le système d'infodivertissement plus rapide, la nouvelle configuration des contrôles de la climatisation, évidemment la configuration du véhicule en tant que tel. C'est un véhicule très, très massif quand même. C'est probablement le véhicule qui a le plus gros qui a jamais été produit. Il faudrait que je regarde, mais c'est dans les plus gros. Puis la recharge rapide est bonne, mais il y a un gros mais ici. Ce véhicule-là, là, il est gros. Il est très, très gros. Puis il est peu aérodynamique. Imaginez si ce véhicule-là était moins beau, mais qui était optimisé pour l'aérodynamique, comment que ça serait impressionnant. Parce que le devant du véhicule, je regarde le capot devant moi, là, ça n'a pas de bon sens. Le capot pourrait être un peu plus
sais, le capot pourrait être un peu plus comme un Tesla Model Y que je passe justement. On passe à côté d'un Tesla Model Y, là, ça a l'air d'une voiture sous-compacte. C'est fou comment ce véhicule-là est gros. Fait à la fin, ça, c'est un véhicule pour l'Amérique du Nord, malgré qu'il est vendu en Europe. Il est vendu en Europe. Et c'est un véhicule designé pour l'Amérique du Nord. Ils ont pensé à tout pour les longs trajets. Si vous en achetez un, vous allez être ravis du EV9, mais quand même, c'est comme si vous conduisiez un gros multisegment avec un V6. Là. Ça va coûter cher à rouler, là, à moins que vous le branchez chez vous là, puis que vous l'utilisez seulement à la recharge de niveau 2 à la maison. Là. Ça va coûter cher de recharge rapide. Il y a 100 kWh dans la batterie. Puis si les prix des recharges rapides ne baissent pas, ben ça va toujours coûter cher. Fait que, à la fin, là, comme je vous ai dit, il faut mettre ça en perspective. Mais est-ce que c'est un bon véhicule? Oui. En plein hiver, à moins 20, là, quand l'air va être super dense, ça va ressembler à quoi l'autonomie? Ça va ressembler pas mal à 200 km. Ça, c'est ce que je pense. Que l'hiver, ça va ressembler à un F-150 Lightning Pro. C'est à ça que ça va ressembler. C'est à peu près la même capacité de batterie. C'est sûr que le F-150 Lightning est moins aérodynamique, mais le EV9 n'est pas plus aérodynamique. Ça va ressembler à ça, la performance l'hiver, sauf que lui, il charge beaucoup plus vite. Donc, c'est à y penser. C'est bien le fun. On est au printemps, on est l'été. Ouh! Les performances sont exceptionnelles, mais l'hiver, ça va être quelque chose. Mais est-ce que le travail d'ingénierie ici est excellent? C'est A+. Qu'est-ce que j'améliorerais dans le EV9? Bien, les contrôles de climatisation tactiles, mais qui ont l'air d'un micro-ondes, j'aimerais ça les avoir un peu plus... Tu sais, je préférerais avoir un écran un peu plus petit et les contrôles dans mon champ de vision parce que le volant, peu importe où tu l'as placé, va toujours bloquer un peu les contrôles. Puis je trouve que dans ce véhicule-là, il y a trop de fonctions. Tu sais, c'est bien le fun, le GT Line, c'est comme la première classe d'un avion. Là, chaque banc a un ottoman, un petit repose-pied qui lève. La deuxième rangée, la troisième rangée sont électriques. As-tu vraiment besoin de ça? Non. Là, évidemment, j'ai hâte de voir la revue de Gab, parce que là, on filme ça en même temps. Là, je sais pas. J'espère que les versions de base, tout est manuel puis qu'il y a des sièges en dessus. C'est ce que j'espère. Parce qu'il y a une clientèle pour une mécanique avec 100 kWh de batterie, un véhicule gros comme ça, mais avec moins d'équipement. Parce que là, l'équipement ici, là, ça ajoute beaucoup de poids puis de la complexité inutile. Je pense que Kia devrait travailler sur, justement, là, ce qui est inclus dans le EV9 puis se concentrer sur l'abordabilité. Le temps nous le dira si Kia va introduire des modèles un peu moins chers. Là, oui, il y a un modèle moins cher là, à 60 000 là, avec la petite batterie, mais je pense que ce modèle-là existe seulement pour avoir accès aux subventions. Ça, c'est mon opinion. Parce que quand on regarde la structure aux États-Unis, les prix sont un peu différents. Mais c'est un excellent véhicule. Pour de vrai, c'est pas une surprise. Je m'attendais que ça soit excellent. Mais c'est plus excellent que ce que je pensais. Surtout les matériaux. Hein. La qualité de construction ici, c'est un mix de plastique moussé, plastique dur, de tissu. C'est superbe. Vraiment, vraiment, vraiment du bon travail. Là. J'ai hâte de voir les autres véhicules Hyundai mis au goût du jour avec toute cette technologie-là, puis tous ces nouveaux matériaux-là, toutes ces nouvelles interfaces-là. Ça va vraiment être intéressant. OK, 16h13. On a le dernier 500 mètres à faire. 400 mètres. 300 mètres, ça freine. Hey, c'est l'embouteillage juste devant nous. 200 mètres. 100 mètres. 16h13. 500 km. Wouh! 16h13. On a une déduction de 12 minutes, donc 5 heures 1 minute avec le EV9 dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous voici maintenant à la fin de ce défi 500 km avec le Kia EV9 GT Line, le modèle tout équipé. Passons en revue là, des chiffres, les statistiques. On est parti à 11h ce matin là, de l'ouest de la ville de Toronto. On a parcouru 500 km et on est arrivé à 16h13 au point de 500 km, donc temps brut de 5h13 minutes. C'est quand même très bien parce que vous avez vu dans la vidéo, là, on a eu de la pluie forte. Les gens roulaient moins vite à cause de la pluie. C'est tout à fait logique, ça fait du sens. On a eu 2-3 zones de travaux. On a eu un embouteillage causé par un accrochage. Puis on a fait des déductions au travers de ça. Donc ça a été une journée, contrairement aux autres défis 500 km qu'on fait. D'habitude, la circulation n'est pas dense. Il n'y a personne aux bornes de recharge parce qu'on fait le tour le matin. Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, plusieurs circonstances, il fallait faire le défi 500 km maintenant. Temps brut de 5h13. Puis on a des déductions de 12 minutes, 7 minutes pour un accrochage, puis 5 minutes d'attente pour que la borne se libère. Donc 5h01. Imaginez, là.
5h01 avec le Kia V9, puis évidemment, on aurait pu enlever encore du temps là. Ah oui, mais là, tu roulais moins vite à cause de la pluie, puis ci, puis ça. Ce qu'on va dire maintenant, le résultat va être de 5 heures, puis je vais vous afficher le résultat brut ici. Ça, c'est les résultats. Dans notre charte, on va afficher 5h01. Ça va être le temps, et on va demander à Kia d'en retester un autre. Puis pour mettre toutes les chances de notre côté, on va essayer là, une version avec les roues 18 pouces, là, la version milieu de gamme, le 4 roues motrices ou propulsion, peu importe. Puis je suis très, très, très certain qu'on va faire sous les 5 heures. Là, on pourrait facilement faire un 4h50 avec ce véhicule-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un véhicule 7 places, familial, avec énormément d'espace en arrière de la troisième rangée, qui peut remorquer, je pense, 3000 quelque chose livres, là, bien équipé, qui est somptueux, qui est bien, qui est ergonomique, qui roule bien. Là. Dans le fond, l'équivalent d'un Telluride, l'équivalent d'un Highlander, l'équivalent d'un Chevrolet Traverse, l'équivalent d'un Volkswagen Atlas, mais électrique. Ça fait combien de temps que les gens me disent « Moi, Alexandre, je n'achète pas d'auto électrique tant qu'il n'y a pas l'équivalent de mon VUS 7 places électrique. » Je vous annonce que ça existe maintenant. C'est le Kia V9 en 3 déclinaisons. Petite batterie de 75 kWh qu'on ne recommande pas vraiment. Là, je pense que ce modèle-là ne devrait pas exister. Ensuite, propulsion longue portée à 485 km. 4 roues motrices milieu de gamme à 450 et celui-ci avec 435. À 80 000 moi, je trouve que c'est une belle façon là, de démontrer tout ce que Kia peut faire. Mais la version de milieu de gamme est probablement suffisante pour tout le monde. Un mot aussi sur la consommation électrique de ce véhicule-là. On a fait à peu près 25,6 kWh par 100 km. C'est pas mal, c'est bien là, pour les conditions qu'on avait. Évidemment, il pleuvait tout le temps, il y avait des grands vents, tout ça. En hiver, je m'attendrais à pas mal plus 30. Puis évidemment, si vous devez chauffer pour les passagers à l'arrière, ça peut augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 25? C'est une batterie de 100 kWh. Supposons qu'on fait 25, on divise par 4, 400 km sur la batterie. OK, fait que pensez-y, portée d'autoroute, on est prudent. Supposons, là, moi, je pense que 320 km sur la batterie, là, mettons le 100% à haute, entre 10 et 20, ça se fait sans problème. Ensuite, on recharge, puis après ça, c'est du 250 km. Fait que pensez-y, 500 km, on a pu le voir, ça se fait en une recharge. Faire 1000 km, doubler le temps. Donc, ça va prendre 10 heures, 10 heures et demie faire 1000 km. C'est vraiment peu, là, parce que c'est ça que ça prend avec une voiture thermique. Ensuite, puis là, en hiver, c'est là qu'en hiver, là, ça peut augmenter quasiment 20-30 %. Si vous utilisez ce véhicule-là en région urbaine, puis vous roulez un peu moins vite, probablement que vous allez pouvoir aller chercher là, un 420 km d'autonomie, probablement dans les versions avec plus d'autonomie, mais pour sa grosseur, hein, vous avez vu le profil, c'est une grosse brique. C'est un véhicule réellement efficace, étant donné que c'est une brique. Si ce véhicule-là était plus aérodynamique, supposons là, que le véhicule aurait la forme d'un Tesla Model X ou un des gros VUS Mercedes EQS, probablement qu'on serait capable d'aller chercher 1 ou 2 kWh par 100 km de plus avec ça. Puis là, on aurait des autonomies là, de fou, là, de 420, 430, 450 km réels. Mais je pense que c'est une décision de design que Kia voulait aller. Là, le design de ce véhicule-là fit à peu près dans leur langage. C'est le nouveau langage Kia Hyundai. Donc ça, c'est le choix qu'ils ont fait. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup d'équipements à cacher? Puis est-ce qu'ils voulaient maximiser l'espace intérieur? Définitivement, puis la partie arrière, on veut maximiser l'intérieur parce que le véhicule est complètement carré. Est-ce que vous voudriez vous acheter un Kia V9? Oui, absolument. Je pense que si vous avez les moyens, vous comprenez les limitations. Est-ce qu'un EV9 rechargé à la maison tous les jours, c'est un véhicule qui coûterait moins cher que si vous remplacez votre Highlander ou votre Atlas? Peut-être, mais à la fin, ça reste des véhicules de 70 000 $. Même s'ils sont admissibles aux subventions, ça reste des véhicules super chers. Est-ce que je suis content que le V9 existe? Absolument. C'est une vitrine que ce que Hyundai et Kia peuvent faire. Et il faut regarder Hyundai et Kia. Hein? S'ils continuent de sortir des véhicules comme ça, Tesla va devoir s'ajuster. Puis tu sais, Tesla, en Amérique du Nord, Tesla, c'est le leader de l'électrification, bien sûr aussi, mais est-ce que Tesla fait les meilleurs véhicules électriques? Bien, les véhicules électriques de Tesla, ils datent. Hein? Le modèle 3, maintenant qu'il est restylé, parfait. Le modèle Y date de 2020. Les Tesla, c'est des excellents véhicules qui, la plupart du temps, remplacent des véhicules thermiques facilement, sans problème. Leur réseau de recharge est robuste. Leur interface est facile à utiliser, mais Hyundai arrive avec une gamme de véhicules vraiment impressionnante. Ceci étant dit, merci d'avoir écouté ce défi 500 km. On va en faire un autre parce qu'évidemment, il y a encore du potentiel à extraire de ce véhicule-là. Je n'ai que des bons mots à dire du EV9. Et sur ce, on se laisse là-dessus.